Retrouvez toutes les activités de la Ligue Wiccan éclectique sur le site la-ligue-wiccan-éclectique.fr. Les ateliers, conférences et temps d'échange en audio, les rencontres et rituels en Île-de-France, le magazine Lune Bleue avec des articles sur divers thèmes païens et sorciers à télécharger gratuitement, et les nombreux chants païens et sorcières en français sur la chaîne YouTube. Une présentation de la tradition Reclaiming par Estelle et Sianan pour la Ligue Wiccan éclectique. Voilà, donc moi c'est Sianan. Je vais vous parler avec Estelle de la tradition Reclaiming, une tradition de sorcellerie. Donc on va vous exprimer, vous exposer notre rapport personnel et subjectif, chacune, nos expériences par rapport à la tradition Reclaiming. Donc je vais commencer, puis je passerai la parole à Estelle. Donc moi, j'ai découvert la tradition Reclaiming à travers le livre de Starhawk Spiral Dance en 2005. Je m'intéressais déjà depuis l'adolescence à d'autres spiritualités. Je me suis renseignée sur le bouddhisme, l'hindouisme, et puis j'étais fascinée par les livres que j'ai pu trouver sur le druidisme, parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup Internet à l'époque. Et puis, quand je suis allée en Irlande pendant 2 mois, j'ai fouiné dans les bibliothèques, j'ai trouvé des livres sur le druidisme, sur la mythologie irlandaise, et puis je suis tombée sur ce livre, donc Spiral Dance de Starhawk, où elle décrit en fait une approche de sorcellerie qui m'a tout de suite beaucoup parlé. Donc Spiral Dance, on pourrait dire que c'est, je pense, l'ouvrage fondateur de la tradition Reclaiming. Donc ça a été écrit par une femme qui s'appelle Starhawk, une américaine, en 1979. Enfin, ça a été publié en 1979 parce qu'elle a écrit un peu avant. Et donc qui reflète une pratique qui a été développée dans la baie de San Francisco. Donc les 2 figures emblématiques, c'était Starhawk et Diane Baker, avec un groupe de sorcières qui ont développé certaines pratiques avec une forte inspiration d'une tradition qui s'appelle la tradition Fairy de Victoria et Cora Anderson, avec des influences de paganisme, de Wicca, de tradition de la déesse, de féminisme et d'écologie notamment. Et puis petit à petit, se sont développés des enseignements, des groupes, et ça s'est pas mal répandu dans différentes parties du monde, aux États-Unis, en Europe, en Australie et ailleurs. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez mondial comme tradition. Notamment, ils peuvent faire des rituels avec des centaines de personnes en physique ou maintenant, avec le Covid, ça s'est beaucoup développé en ligne. Par exemple, j'ai retrouvé qu'en 1998, ils ont fait un rituel qu'ils appellent Spiral Dance, la danse en spirale, avec quand même 1500 personnes. Donc ça devait être assez important. Alors moi, ce qui m'a tout de suite parlé quand j'ai lu Spiral Dance, c'était des exercices. Donc c'est un livre qui présente à la fois la spiritualité, l'éthique de la sorcellerie, Reclaiming, et en même temps un outil pratique avec des exercices, des pratiques à mettre en œuvre, et donc des pratiques particulièrement simples et en même temps très puissantes, avec volontairement très peu de matériel, des exercices qui tiennent en quelques lignes, qui sont souvent très courts, même si on peut y passer un certain temps, et qui permettent vraiment de capter une autre façon de percevoir la réalité, de changement d'esprit, changement de niveau de conscience plutôt, particulier à la magie, à la sorcellerie. Donc tout de suite, en fait, je me suis directement plongée dans la pratique. Je me suis pas demandé est-ce que
j'ai lu assez de livres, est-ce que ceci, cela. En fait, on se laisse tout de suite entraîner dans la pratique et on rentre dedans à expérimenter. Vraiment ce côté expérientiel. Elle parle, par exemple, dans son livre, beaucoup du cerveau droit, cerveau gauche. Alors bon, aujourd'hui, les recherches neurologiques sont un peu moins tranchées que dans les années 70-80, mais on sait qu'il y a quand même différentes approches de la réalité. Donc elle décrit la vision assez rationaliste à laquelle on est pas mal habitué dans notre société. Elle décrit comme la vision à la lumière de la lampe torche. On voit une petite partie intensément, de manière très objective, par rapport à une vision plus magique, sorcière, qui serait à la lumière des étoiles, la vision du cerveau droit, quelque chose de beaucoup plus subtil. Et dans son approche et l'approche du reclaiming en général, ils utilisent beaucoup la transe. Starrock était formé à l'hypnose. Et les rituels sont souvent décrits comme extatiques, avec beaucoup de transe. Voilà ce qu'on retrouve dans les méditations. Ça peut être la transe aussi par la danse, par le chant, tous ces états de conscience modifiés en fait. Ce que j'apprécie particulièrement aussi dans l'enseignement reclaiming, c'est cette continuité, donc depuis les années 80, avec plein de gens qui ont développé, ont poursuivi, ont élaboré des techniques d'enseignement, des techniques de pratique, de transe, etc., qui en font, je trouve, quelque chose de poussé et de puissant dans ces techniques. Et donc, ça se transmet mais en même temps, c'est pas du tout une transmission figée, ça continue d'évoluer en permanence. On retrouve beaucoup la notion d'empowerment. Alors certains traduisent empouvoirment en France. Cette idée de trouver le pouvoir à l'intérieur et la capacité de créer aussi, comme disait Estelle, d'être sa propre autorité spirituelle, aussi de gagner en assurance, trouver son pouvoir intérieur finalement. Et ça, je le vois, par exemple, dans les rituels auxquels j'ai pu participer. Donc, j'ai participé à des rituels, notamment à travers la Ligue Wiccan éclectique, avec des païens wiccans de diverses traditions. Et quand j'étais dans des groupes plus spécifiquement reclaiming, j'ai remarqué qu'ils avaient quand même une manière beaucoup plus créative d'aborder les rituels, même pour des personnes qui n'ont pas forcément énormément d'expérience. Par exemple, appeler les directions, ça va être fait de manière improvisée, créative, plus que de chercher un texte, une prière déjà faite, comme je vois beaucoup plus souvent dans d'autres groupes. Dans les rituels reclaiming que j'ai fait aussi, ça commençait toujours par déterminer un objectif commun avec tout un processus de consensus. C'est des choses qui ont été beaucoup travaillées, les dynamiques de groupe au sein des groupes reclaiming. Et donc, c'est un processus assez particulier pour trouver une intention commune. Alors, des fois, ça peut être un peu long et fastidieux, mais en même temps, ça unit vraiment le groupe. Et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une des particularités dans le reclaiming, c'est aussi l'association à la politique, l'écologie, à la lutte contre les discriminations, le lien entre la société, l'idée qu'on est interdépendant, comme dans l'écologie, la permaculture finalement. Et donc par exemple, les dynamiques de groupe sont particulièrement travaillées, le mode de prise de décision et l'aspect non hiérarchique. Il n'y a pas d'initié d'un côté et d'apprenant ou de non-initié de l'autre. C'est un processus avec très peu de hiérarchie. En fait, il y a un texte de référence dans la tradition reclaiming qui s'appelle Principle of Unity, principe d'unité, qui est un peu, on pourrait dire, le credo, les principes
qui regroupe toutes les personnes qui se reconnaissent reclaiming. Et n'importe qui s'y reconnaît peut se dire sorcière reclaiming. Il n'y a pas besoin d'une initiation, d'avoir validé un cours ou un diplôme ou je ne sais quoi. Dans son livre Spiral Dance, une des choses qui m'a beaucoup parlé dans tous les concepts qu'elle développe, c'est l'opposition entre le pouvoir sûr et le pouvoir du dedans. Ce pouvoir de l'empowerment qui est sa propre force intérieure, qui est complètement différent du pouvoir sûr qui serait le pouvoir de l'autorité, de chercher à contrôler les autres, imposer sa vision aux autres. Et c'est une des choses au sein de la Ligue Wiccan éclectique auquel je fais souvent référence finalement pour expliquer l'éthique de la Ligue, parce que je trouve qu'elle explique très bien tous ces concepts. Par exemple, la vision de la vérité, le fait qu'il y a une tendance dans les journaux, dans les magazines à tout présenter de manière absolue, une façon, une explication simpliste qui marcherait à 100%, alors qu'en fait, la réalité est souvent très complexe. Et le fait donc qu'on peut avoir différents points de vue sans que ça exclue les autres, que la vérité est multiple. On ne retrouve pas non plus dans la tradition reclaiming une vision imposée du divin. Je pense, tel que je l'ai compris, on ne peut pas dire en reclaiming, les sorcières sont polythéistes ou panthéistes ou... il y a une grande diversité des croyances et ça va être plus autour du type de rituel et de pratique et de valeurs défendues que les gens vont se retrouver. On retrouve une certaine forme de rituel qui se rapproche de la structure rituelle de la Wicca, avec la roue de l'année notamment. Et par rapport à la Wicca, on va avoir plus cet aspect politique qui va pouvoir venir, un aspect très créatif aussi, l'idée vraiment que chacun détient en soi sa façon de faire, ça pousse beaucoup à l'intuition, à suivre son intuition. Les sorcières reclaiming utilisent le mot sorcière. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est très à la mode, il y a plein de gens qui s'appellent sorcières. Je pense que dans les années 70, ça devait être quand même quelque chose d'assez novateur, assez provoquant. Et Starhawk explique ça comme vraiment un hommage à toutes les femmes brûlées de manière totalement injuste, abusive, par l'autorité, par le patriarcat. Un mot aussi porteur d'un profond pouvoir qui fait peur, associé au pouvoir féminin. Un mot de puissance. On retrouve d'ailleurs dans Reclaiming beaucoup de luttes contre les discriminations, que ce soit de genre, de race ou autre. Voilà, je pense vous avoir dit à peu près ce qui me semblait le plus important pour moi dans ce qui m'a beaucoup frappé dans le reclaiming. Après, reste ma vision. Moi, le reclaiming m'a beaucoup influencé dans ses pratiques et dans ses concepts, sa vision du monde, sans pour autant que je m'y reconnaisse totalement. Moi, je me présente plutôt comme païenne avec une forte influence reclaiming, notamment vis-à-vis de tout cet aspect d'engagement politique avec lequel je suis pas toujours très à l'aise, voilà. Et c'est notamment pour ça que je voulais faire cette présentation avec Estelle, qui est aussi très engagée dans la tradition reclaiming en France. Et je vais passer la parole à Estelle. Peut-être je peux préciser que Spiral Dance, le grand livre de Starhawk, après il y a eu beaucoup d'autres auteurs qui ont écrit d'autres choses, mais Spiral Dance a été traduit il y a quelques mois en français sous le même nom, Spiral Dance. Voilà, pour ceux qui veulent, je pense que ça peut être une bonne introduction.
te laisse prendre la suite, Estelle. En attendant, Estelle, je peux vous lire. Donc, j'avais noté les caractéristiques de la sorcellerie tradition reclaiming par Masha Nightmare. Donc, c'est une personne qui a écrit pas mal de choses au sein de la tradition reclaiming. On a traduit notamment cet article dans un des numéros de Lune Bleue. Donc, elle listait sa vision des grandes caractéristiques de la sorcellerie reclaiming. Donc, il y a la non-hiérarchisation des covens et groupes de prêtrises, l'absence de panthéon spécifique. Donc, on peut s'adresser à diverses divinités sans se limiter à un panthéon. Aucune initiation n'est requise. Et si une initiation est entreprise, elle est personnalisée. C'est-à-dire qu'il y a un système d'initiation, mais c'est une démarche personnelle qui apporte quelque chose au niveau personnel, mais ça n'apporte pas de reconnaissance sociale, au sein de la tradition. Un fort accent sur l'engagement politique et la responsabilité, conscience sociale et écologique. Une absence de liturgie fixée, sauf dans certains grands rituels de sabbat public, préparés et répétés à l'avance, mais plutôt un entraînement au principe de la magie, à la structure du rituel, et à comment parler lorsque l'esprit vous transporte au sein de cette structure. Donc c'est l'aspect plus créatif et intuitif dans les rituels. Développement des états extatiques, habituellement source d'utilisation de drogues ou psychotropes, et de la communication divine, de type plutôt chamanique que cérémoniel. Donc c'est ce côté de transe. Le développement de l'auto-émancipation ou empowerment, de la découverte de soi, de la créativité. Utilisation large des techniques de chant et de respiration dans les rites magiques. La levée d'énergie intense, souvent en utilisant notre fameuse danse en spirale ou en double hélice, danse de la molécule d'ADN, d'où le titre de Spiral Dance. L'utilisation magique de la construction du pentacle de fer et de son inverse, le pentacle de perles. Donc ça, c'est des techniques issues de la tradition féerie. Le concept des 3 âmes, qui est également issu de la tradition féerie. Voilà, avec le jeune soi, le soi parlant et le soi divin. Je pense que c'est à ça que ça fait référence. Et encouragement à la création de nouvelles formes rituelles par n'importe qui. J'ai entendu dire qu'on nous décrivait comme les sorcières de la Pentecôte, qui m'a semblé être une allusion à la structure souple, à haute énergie et à la nature extatique de la plupart des rituels reclaiming, en particulier les grands rituels publics. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, Estelle. Super. Voilà, je te laisse la parole, te présenter ce que... Merci, Sienne. Et s'il y a des choses que j'ai dit avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Oui. Enfin, je ne sais pas s'il y a des choses. Mais merci pour cette invitation. C'est toujours intéressant de discuter, d'autant plus quand on a des points de vue différents. On a pu le voir avec Sianan et j'ai trouvé nos échanges riches pour préparer cette rencontre. Pour me présenter, donc déjà je dirais que donc je suis Estelle, que j'utilise le pronom elle. C'est quelque chose qu'on précise toujours quand on commence à se présenter en fait chez les sorcières reclaiming, parce que c'est une façon de remettre la question de l'identité de genre un petit peu centrale et comme quelque chose qui ne va pas de soi, qui est au final une façon de faire de la politique et une façon de dire que la construction de genre est une construction sociale. Voilà pourquoi je le précise. Alors pour moi, la petite histoire, c'est que ma première magie, c'était l'activisme politique. J'avais un fort besoin à la fin de l'adolescence de trouver une solution, à trouver un espoir, je dirais. C'était une question liée à l'espoir, comment arriver à guérir des traumas, comment arriver à combattre des injustices. C'était ce qu'il y avait dans mon histoire personnelle et en fait j'ai trouvé
un moyen au travers de la politique, de me dire qu'il y avait un moyen de changer les choses, de transformer les choses. Et, et toute la dimension spirituelle que je pouvais ressentir, mais en fait, je la mettais... je mettais un gros couvercle dessus parce que j'étais issue d'une famille plutôt agnostique, qui pas trop, voilà, où la religion s'était vue sous l'angle de quelque chose quelque chose en fait qui était dans la contrainte, qui était dans la morale, et j'avais pas du tout été élevée là-dedans. J'avais été élevée par des parents 68A. Donc pour moi, spiritualité et religion, c'était la même chose, et donc j'ai pendant très longtemps refusé d'entendre ce qui pouvait se passer en moi, ce qui pouvait se passer dans les relations que je pouvais avoir avec des entités, dans mes relations avec les arbres. C'était des choses que j'essayais de pas écouter. Et puis un jour, je suis tombée à la Fnac sur un livre qui s'appelait Femmes, magie et politique, c'était en 2002, c'était la première version en fait de la première traduction de Réveil l'obscur. Et j'étais en train de travailler sur des questions, sur les questions du féminisme dans des petits groupes d'ultra-gauche à l'époque, enfin travailler sur des textes théoriques. Et donc ce livre m'a complètement interpellée, et il m'a permis vraiment de trouver, déjà de me dire que j'étais pas complètement cinglée, qu'il pouvait y avoir des personnes comme moi qui pouvaient avoir à la fois une vision et un engagement politique, et en même temps avoir une vie spirituelle et être ouverte à toute cette dimension. Et donc ça a été pour moi très très important, cette rencontre d'abord avec ce livre, et j'ai découvert ce mouvement au travers de toutes les histoires, quelques histoires de lutte qu'elle raconte dans Femmes, magie et politique, Réveil l'obscur, et puis après dans d'autres livres. C'est par ce biais-là que moi j'ai raccroché, et très vite, j'arrivais pas forcément à pratiquer seule. C'était quelque chose où j'avais pas de base, où c'était compliqué. Donc très vite, j'ai voulu rencontrer d'autres sorcières, et j'ai été en Espagne, dans des witch camps en Espagne, parce qu'il y avait une communauté reclaiming très importante qui faisait... où il y avait une école avec des cours, et puis plusieurs rituels ouverts tout le long de l'année, et des stages. Voilà, donc j'ai rencontré là-bas d'autres sorcières, et j'ai pu, ce qui a été pour moi fondateur, c'est de ressentir la puissance et l'effet transformateur que pouvait avoir un rituel. Et pour moi, c'était important qu'il y ait un côté efficace, je dirais, parce que dans mon activisme militant, j'ai eu la chance de mener des luttes victorieuses, des luttes où on gagnait des choses, des luttes où on arrivait à transformer des choses. Donc j'avais besoin de sentir ça aussi dans ce que j'entreprenais, puisque pour moi c'était du même ordre, c'était comme une magie en fait, ce que je faisais en politique. Et c'est ce que j'ai ressenti aussi, et là de manière plus intime et plus profonde, de manière plus cohérente aussi avec tout ce qui pouvait me relier à d'autres mondes. Et voilà, donc après ces witch camps en Espagne, il y en a eu d'autres. Il y a eu une tentative de construire quelque chose en Suisse, et j'ai assisté à 2 camps là-bas aussi, où j'ai rencontré Sapling, et voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai eu après ça donc j'ai continué à avoir une activité militante, et une activité plus spirituelle, où j'ai papillonné un petit peu sur différentes
on va dire, techniques, que ce soit le chamanisme, que ce soit ou la danse médecine que j'ai fait pendant quelques années, des choses comme ça. Et puis c'est grâce à Facebook finalement qui a permis de rassembler différentes personnes qui pouvaient être intéressées, qu'il y a qu'il y a eu cette tentative ou qu'il y a cette tentative de créer une communauté, parce que c'est très important dans Reclaiming, en fait, la question de la communauté. C'est important parce que c'est d'abord, tel que je le vis, voilà, et je pense, d'autres personnes pourront s'exprimer, se sont déjà exprimées d'ailleurs là-dessus. C'est plus une tradition qu'un mouvement, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une lignée, d'une certaine façon, on a des anciennes, et on revendique aussi, quand on revendique le fait d'être sorcière et d'avoir cette tradition, et aussi le fait de revendiquer que c'est pas quelque chose qui est créé maintenant, c'est quelque chose qui a des racines anciennes et que l'on recherche, et c'est tout le sens du terme reclaim, qui peut se traduire de manière à récupérer, reconquérir, bof. Voilà, c'est tout ce sens-là, donc d'être là-dedans. Et c'est une tradition qui se veut anarchiste aussi, ça tu l'as dit, et c'est aussi là qu'intervient le fait d'être sa propre autorité spirituelle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est au sein de Reclaiming, qui est très fort et qui est lié à la façon d'envisager l'anarchisme, puisque c'est dans l'anarchisme, en fait, finalement, on est sa propre autorité dans sa vie et on refuse les autres autorités qu'il pourrait y avoir. On est son propre maître à bord. C'est le fameux ni Dieu ni maître des anarchistes, d'une certaine façon, qui a été bien transformé par notre tradition, puisque nous, c'est plutôt ni Dieu, des dieux, mais pas de maître. Ça, je fais allusion à... je suis un peu fatiguée ce soir. Un site qui s'appelle... La belle résistance, en traduction en français. Bon, peu importe. Voilà, donc ça, c'est sur le fait d'être sa propre autorité spirituelle, de toujours vérifier par soi-même ce qui se passe et de savoir qu'il n'y a pas un seul chemin, il n'y a pas une seule façon de faire, il y a plusieurs façons de faire. Et donc, ce que tu disais, Siana, il n'y a pas une vérité. Et donc, c'est aussi pour ça que, par exemple, sur les principes d'unité, c'est un texte qui permet de se définir et de dire, oui, à partir du moment où je me reconnais dans ce texte, je peux dire que je suis une sorcière réclamée. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Donc ça a pas mal évolué et on voit l'évolution. En fait, c'est là aussi que c'est intéressant, c'est que c'est dynamique. Donc par exemple, ces principes d'unité qui ont été discutés plusieurs fois, dernièrement, ils ont encore évolué. Il y a eu tout un travail au sein de Reclaiming pour les faire évoluer, et sur deux points particuliers. Un qui était la relation à la Wicca, puisque pendant longtemps, dans les principes d'unité, c'était un petit peu la seule référence et qui ne correspondait plus à ce qu'était devenu Reclaiming, entre autres parce qu'il y avait des personnes qui avaient d'autres traditions et qu'on appelle vaudou, ou des traditions africaines ou afrodescendantes, par exemple aux États-Unis, et qui pouvaient se reconnaître dans Reclaiming, mais qui ne se reconnaissaient pas forcément dans la Wicca. Et donc, pour intégrer ces personnes complètement, il y a eu donc des modifications, pas pour nier la Wicca, mais pour dire pas seulement la Wicca. Voilà, donc il y a eu ça. Et il y a eu le même débat sur la question de la non-violence. Parce que ça, c'était aussi un des principes de Reclaiming, dans les principes d'unité, mais qui posait beaucoup de questions, parce que souvent la question de la non-violence
par exemple, va intégrer la question de la résistance, parce qu'on peut entendre ça souvent dans les milieux spirituels, que quand on résiste à quelque chose, finalement, on l'active beaucoup plus. Voilà, donc ça, c'était quelque chose où il y avait une demande de clarification de beaucoup de personnes par rapport à ça. Et au final, je dirais que sur cette question de la non-violence, et cette question qui rejoint la politique finalement, et qui rejoint la paix, on en parle, enfin aujourd'hui c'est une grande question, la paix en Europe, puisque bon, voilà, on a des guerres, il y en avait partout, pas très loin, mais là, quand ça touche le sol européen, ça va nous toucher peut-être de manière un petit peu différente. Certaines personnes, en tout cas. Et donc, c'est cette question de qu'est-ce qu'on demande quand on demande la paix? Est-ce qu'on peut demander la paix simplement, ou est-ce qu'on demande la justice pour avoir la paix? Et donc, il y a cette question de la justice qui est sous-jacente dans la question de la paix, et dans la question aussi du lien finalement entre la spiritualité et la politique. Et voilà, donc bon, ça on va dire c'est sous l'angle peut-être très politique, vous me direz, hein, mais comme il y a eu plusieurs questions, j'accentue là-dessus, et je pense que Sianan m'a demandé aussi d'intervenir, parce que peut-être cette question m'était particulièrement importante pour moi. Et après, la politique, ça peut être vu de différentes façons. Par exemple, aujourd'hui, Starhawk, elle est très, très impliquée dans la permaculture. Elle donne beaucoup de cours de permaculture. Et ça peut être aussi ça, la question de la permaculture. Et dans les textes que j'avais fait passer, il y en a un qui s'appelle Agenda à 5 branches, où elle dit en fait tout ce qui peut être politique, tout ce qui peut être une action à mener. Et ça peut aller d'essayer de préserver une zone de biodiversité dans son jardin, à travailler à ce que la cantine de ses enfants soit bio, par exemple. Là, je pense à des luttes qui sont menées par exemple le Front des mères, Fatima Wassak, qui sont éminemment politiques et en même temps tout à fait qui rejoignent des problématiques écologiques. Voilà, donc c'est un petit peu tous ces liens qui peuvent être faits, et en intégrant toutes les dimensions, avec cette dimension aussi spirituelle qui arrive comme un outil supplémentaire dans les luttes pour finalement intégrer toutes les dimensions et avoir une position et une action la plus cohérente et la plus efficace aussi, parce que d'une certaine façon, on a quand même besoin de résultats aussi dans nos luttes et dans nos vies et dans les changements qu'on cherche. On a besoin que ce soit concret. Et je pense que si on est là ce soir et si on parle de magie, c'est parce qu'on sait aussi qu'on peut obtenir des changements, et que... Enfin voilà, c'est la vision en tout cas que j'en ai. Ce que je peux dire de plus au niveau de l'enseignement, pendant longtemps, donc il était en anglais essentiellement, et en espagnol et en allemand, donc c'était pas forcément évident. Et là, heureusement, oui, heureusement. Et puis Style est là, et ça m'a fait plaisir de voir qu'elle était là, puisqu'avec elle, nous sommes toutes les deux enseignantes maintenant. Nous pouvons être enseignantes reclaiming, après un processus qui finalement est un processus entre pairs, un atelier qu'on a suivi en ligne, où on travaille. C'est ça qui fait de nous des enseignantes, c'est le fait que l'on travaille avec d'autres enseignants reclaiming à créer des cours et à co-créer des cours, puisque l'enseignement reclaiming se fait toujours par binôme, se fait pas tout seul. Voilà, je ne sais ce que je pourrais dire de plus. Je sais pas, peut-être vous avez des questions après tout ça? Moi, j'en ai une. Est-ce que c'est un mouvement plutôt
portée féministe ou globalement au niveau des personnes qui suivent cette tradition, vous avez une forme de mixité? Qu'est-ce que tu entends par mixité? Est-ce que c'est plutôt un mouvement où globalement il n'y a que des femmes ou est-ce que il y a des hommes et des femmes aussi, enfin en tout cas des personnes qui se considèrent comme hommes et comme femmes? Alors, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes non binaires et il y a des personnes trans aussi. Euh, voilà. Globalement, je dirais que c'est... Oui, il y a une mixité. Ok. Historiquement, il y a eu une forte influence du féminisme à sa création. Il me semble, enfin, d'après ce que j'ai perçu des textes, si je me trompe, à travers notamment le terme sorcière, la revendication de la valeur du féminin. Mais je pense pas qu'il y ait jamais eu de dire que ça serait que pour les femmes pour autant. Et puis après, les questions trans, à genre, se sont de plus en plus installées, je pense. Oui, oui, oui. Je pense que... Enfin, moi, j'ai toujours... Enfin, en tout cas, dans tous les regroupements auxquels j'ai participé, il y avait toujours des hommes, peu, en proportion, par rapport au nombre de femmes ou de personnes non binaires ou trans, mais il y avait toujours des hommes. C'est sûr que c'est une tradition qui au départ s'est construite sur le féminisme. Enfin, disons que les problématiques, le lien à la politique dans les années 70 était autour de ces questions-là, autour voilà, des mouvements féministes, mais avec à la fois il y avait comment dire, à la fois il y avait une totale ouverture et même favoriser des moments ou des endroits où en non-mixité, c'est ce on peut appeler la non-mixité choisie, et en même temps des moments où il y avait une mixité. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans des structurations où, par exemple, des personnes, alors c'est le mouvement qui s'appelle Birch dans Reclaiming, alors c'est Black, Indigenous, le R, je ne sais plus ce que ça veut dire, Person of Color, enfin quelque chose comme ça. Ce qu'on appellerait en France les personnes racisées qui se sont rassemblées entre elles pour travailler à voir quel type d'oppression elles peuvent même subir à l'intérieur de Reclaiming et qu'est-ce qu'elles proposent pour faire évoluer tout le monde après coup. Ouais, c'est particulier aussi dans Reclaiming, c'est ce côté, donc il y a plein de petits groupes de pratiques nationaux, régionaux, et en même temps il y a cette toile mondiale et avec une coordination. Alors je suis pas très engagée et au fait de toutes les structures, mais on sent qu'il y a quelque chose. Voilà, les enseignants qui sont en contact, enfin, c'est organisé. C'est comme ça que je le perçois. En tout cas, Estelle saura mieux expliquer que moi. Oui, c'est structuré. Ça, c'est structuré, mais c'est une structure... Non hiérarchique, mais structuré, c'est ça? Oui, c'est ça, complètement. C'est structuré et avec une structure qui s'est beaucoup questionnée et qui s'est beaucoup basée sur les principes d'autogestion qu'on trouve dans l'anarchie. Et c'est très intéressant aussi dans le livre de Starhawk sur le guide d'empowerment, je ne sais plus comment il s'appelle en français, où elle explique comment il y a un moment où elle a compris qu'elle devait se décentrer de Reclaiming pour laisser, en fait, qu'elle faisait que sa position de leader faisait une certaine... empêcher un développement de Reclaiming, et comment elle s'est comment elle s'est décentrée, mise sur le côté petit à petit de plus en plus
pour lui laisser prendre une autre place, en fait. Et ça, c'est, je pense, assez typique pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je ressens vraiment la dimension du leader anarchiste, en fait, qui a ce questionnement toujours sur sa propre relation au pouvoir, comment il se positionne face au groupe et comment voilà, sur ce questionnement. C'est un questionnement, hein, mais ça n'empêche pas d'être organisé par ailleurs. Il y avait d'autres questions, interrogations, sujets que vous aimeriez J'ai essayé de poser la question en étant le plus clair possible. Est-ce qu'en fait, dans la communauté, apparemment parce qu'il y a une communauté, et, j'avais un peu compris, mais en fait, j'ai l'impression qu'on ne la trouve pas déjà. Et peut-être que j'ai pas assez cherché, en vérité. Par contre, est-ce que quand vous parlez d'écologie et de politique, mais concrètement, est-ce que c'est personnel ou est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont mises en place, en fait, par exemple, en France? Alors, en France, pendant longtemps, pas vraiment de communauté. Et ça fait quelques années qu'il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Reclaiming France, qui commence à tisser des liens, élaborer des choses. Après, c'est sûr que c'est beaucoup moins développé que dans d'autres régions. Quand on lit les livres de Starhawk, où ils ont des actions politiques vraiment impliquant des rituels, je ne sais plus dans quel livre elle parle d'un rituel improvisé pendant une garde à vue dans des conditions très mauvaises, comme on peut s'en douter, et où plutôt que on cherchait à faire rentrer en conflit pour casser le groupe, et comment elles ont réussi à renforcer au contraire l'énergie de groupe et s'apaiser dans des conditions très difficiles. Ça, je trouve ça assez épatant. Après, c'est vrai qu'en France, tu vas dire Estelle, je pense que c'est un début de communauté. Mais je crois qu'il y a eu des choses avec Pistil après de son côté. Si vous voulez en parler. Oui, enfin, en fait, en France, on essaye de créer cette communauté, mais c'est quelque chose qu'on souhaite et en même temps on est éclaté dans ce qui est... Quand la question de la communauté est abordée dans les livres de Reclaiming, enfin, c'est des communautés, par exemple, sur une ville, mais c'est un autre plan et on n'y est pas du tout en France. On a quand même du mal en France avec ces questions de spiritualité, d'autant plus mélangées à de la politique. Alors là, c'est carrément, c'est quand même très très difficile à apporter. Donc après, il y a des groupes dans les manifestations. Il y a des groupes à Paris. Il y avait un groupe de sorcières dans les manifestations. Il y a eu plusieurs années ça. Après, je ne sais pas si elles pratiquaient réellement des choses, si elles pratiquaient avant les manifestations, si elles pratiquaient dans la manifestation, ça je ne sais pas, je n'ai pas été en contact avec elles et avec eux. Mais bon, la question de la communauté, il s'est passé quelque chose quand même, donc il y a 2 années maintenant chez Pistil autour de Sacerter, où c'était vraiment une espèce de création du centre de Reclaiming, puisque Pistil peut en parler. Bon, il y avait la tentation de se retrouver autour du groupe Facebook. On était plusieurs éparpillés en France, on voulait se retrouver, et puis Pistil, elle cherchait du monde parce elle voulait construire une carter avec des vitraux sur un terrain chez elle, et voilà, et c'est comme ça aussi qu'il y a eu une première rencontre Reclaiming en France à ce moment-là, et voilà, et depuis c'est vrai que le fait à la fois de correspondre essentiellement par des moyens numériques, des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est pas ça qui crée non plus la communauté, les moyens numériques.
le fait d'être éclaté. Bon, il y a toutes ces choses-là qui font que c'est compliqué. En tout cas, en France, pour l'instant, c'est c'est des questions qu'on n'a pas encore complètement résolues. Et, et pour répondre à la question alors, on ne nous trouve pas. C'est sûr que si on n'est pas sur Facebook, c'est vrai que c'est sur Facebook finalement qu'on a le plus peut-être d'activité, mais si jamais il y a des personnes, enfin après nous on a des contacts dans différentes villes, on peut aussi mettre des gens en contact si jamais. Et après sur la question de comment est-ce qu'on pratique, comme je disais, on pratique pas, on n'arrive pas à pratiquer encore, par exemple dans des manifestations ou dans des choses comme ça, et c'est plus un engagement de chacun, chacune. Mais peut-être, Pistil, tu veux dire quelques mots peut-être là-dessus, parce que c'est une question aussi, je sais, qui te tient à cœur, la communauté, ou pas, hein, comme tu veux. Ah oui, voilà, on cherchait mon micro. Non, mais en fait, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je trouve que c'est bien ce que tu dis. Peut-être que effectivement, il n'y a pas collectivement de rituels dans des actions politiques qui sont collectives, mais je pense que par contre, de manière tout à fait personnelle, en tout cas, on est à peu près tous et toutes sur de la magie politique, quoi qu'il en soit. Donc, par exemple, moi, quand je vais en manif, voilà, c'est un rituel à part entière, c'est de la spiritualité à part entière. Donc, voilà, par exemple. Mais de manière individuelle. C'est tout ce que j'avais, je vais dire là ce soir. Je coupe mon micro. Merci, c'était bien. Je pense que, comme tu évoquais, il y a l'aspect allié spiritualité et politique. Déjà, la spiritualité en France, mais associée à la politique, tout ça, ça complique. Ça fait un peu peur. Je pense qu'il y avait aussi le manque de texte en français. Bon, petit à petit, il commence à y avoir des ouvrages de Starhawk davantage traduits. Le fait que vous avez commencé, Pistil et Estelle, à faire un enseignement en français, tout ça, ça peut aussi aider à faire connaître, à développer petit à petit une communauté. Oui. Oui, nous espérons ça. Et c'est encore moi. Ça consiste en quoi l'enseignement en fait? Concrètement, j'espère que tu me permets. Il doit être adoubé. Ouais, concrètement, ça se passe comment? Comment vous l'enseignez? Voilà. La question n'est pas très claire. Si. Donc en fait, il y a un premier cours qui s'appelle les éléments de la magie, où on travaille chaque élément, les 5 éléments. Et ce premier cours est un peu un pass pour aller vers les autres cours. Bon, après, si, par exemple, sur les cours en ligne, si quelqu'un veut faire un cours sans passer par celui-là, c'est tout à fait possible. Mais on recommande de passer par ce cours, qui est un petit peu le premier cours dans lequel il va y avoir toutes les bases, à la fois pour avoir une pratique personnelle, et dans son coin, comment on fait un cercle, comment on appelle les éléments, comment on construit une relation avec chaque élément. Voilà, ça va être ça. Et donc ce cours, il peut être très très varié et il peut être très différent. Il y a des cours, par exemple, la magie des éléments et la mémoire, la magie des éléments et les plantes. Enfin, voilà, il peut y avoir différentes variations de ce cours, suivant les enseignants qui le font. Mais donc, ce cours-là est le début de l'enseignement. Et après, et n'importe qui a envie de le suivre suit cet enseignement. Voilà, il n'y a pas d'adoubement, justement. C'était une blague. Ouais, bien sûr. J'imagine. Quoique des fois, il y a des... Voilà. Je sais que parfois, il y a des trucs un peu... bon. Et puis après, il y a d'autres cours, et tout ça, c'est ce qu'on appelle le corps classe.
Les cours, on va dire les cours de base qui sont après donc le pentacle de fer, le pentacle de perles. Il y a un cours sur la communauté, un cours qui s'appelle rite de passage aussi. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, c'est ces 5 cours qui sont centraux et donc avec Pistil, on a fait donc ce premier cours sur la magie des éléments et on va travailler à en faire d'autres, probablement, les mois qui viennent. C'est très expérientiel, ça va être des pratiques à expérimenter diverses. Ça va pas être un cours théorique, de ce que j'ai vu. Oui, après chaque enseignant peut avoir le style qu'il souhaite. Il n'y a rien de figé, mais c'est vrai que comme il y a cette question d'être sa propre autorité spirituelle, il y a la question quand même d'expérimenter soi-même des choses. Et donc, on cherche à mettre en place un cadre sécure d'une certaine façon pour mener des expériences qui nous fassent découvrir chacune des choses qui nous sont complètement intimes. Donc c'est un petit peu ça l'enjeu et la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de choses préétablies, c'est que c'est vraiment mettre en place une sorte de méthodologie pour que chacune trouve son truc. Après, on trouve dans différents enseignements plus ou moins de théorie, plus ou moins de textes, plus ou moins de... Voilà, les cours en ligne du World Trilyceum, par exemple, on va trouver beaucoup plus de textes, beaucoup plus de choses que si on fait un cours en présentiel où on repartira avec des expériences plus effectivement, comme tu disais, Sianan, que des cours écrits. Si j'ai bien compris, en fait, le principe, c'est on devient notre propre guide. C'est-à-dire qu'on ne suit pas quelque chose qui est écrit, quoi. On a juste les bases, du moins comme un chemin. C'est un peu ça. Tout à fait. Certaines approches techniques, type trans, mais après, finalement, dans ce cours, comment tracer un cercle, on a expérimenté différentes façons et chacun réutilisera plus ou moins certaines choses. Oui, il y a aussi le fait d'échanger beaucoup, entre sorcières, justement, dans ces cours. Enfin, moi, au départ, comme je l'ai vécu, c'est à la fois, ça permet aussi à la fois de s'autoriser certaines choses et puis de voir aussi ce qui peut ne pas du tout nous plaire ou voilà, il y a tous ces aspects-là. S'autoriser à être créatif aussi. Merci d'avoir répondu à mes questions. Pour les personnes qui voudraient en savoir plus, il y a toujours donc le groupe sur Facebook qui s'appelle Reclaiming France. Et puis on vous a fait un document notes et références Reclaiming avec quelques notes et puis différents liens. Voilà, si vous voulez creuser davantage, des articles, des livres. Merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des dernières questions au sujet que vous souhaitez poser. Xavier, il avait fait il y a quelques années le pentacle de fer et de perles à Vincennes. J'avais bien aimé. Ça va être l'exercice issu de Spiral Dance. Ouais, c'est ça. Après, ils ont un enseignement plutôt sur plusieurs jours pour approfondir. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais Estelle doit mieux connaître. Oui, c'est un enseignement donc où on travaille normal. Enfin, moi, tel que je l'ai fait, c'est on travaille sur une semaine sur chaque pointe.
du pentacle. Voilà, on travaille sur chaque Tu point. peux reciter les Donc, points si tu les as en tête oui, pour ceux qui ne oui. connaissent pas. Oui. Donc, on a le sexe sur la tête, au niveau de la tête, la fierté dans le pied droit, le soi dans la main gauche, le pouvoir dans la main droite et le... Je mélange avec le pentacle. De perles. Joli. Et la passion dans le pied gauche. Et on remonte à la tête. Voilà, ça c'est le fer. Donc l'idée, c'est que l'énergie circule, c'est ça? Alors on fait circuler l'énergie à travers ces différents points tels que je les ai dit, donc en traçant le pentacle, et on la fait circuler aussi en cerclant le pentacle, c'est-à-dire de la tête vers le soi, vers la passion, vers la fierté, le pouvoir, enfin voilà. On fait circuler l'énergie dans ces différentes directions. Et pour la perle, la tête, ça devient l'amour. Le pied, alors ça me fait une bonne révision, là, j'ai pas fait ça depuis longtemps. Le pied Gauche, c'est la connaissance. Le pied droit, c'est la loi. Le pied droit, c'est la loi, c'est Il y ça. a toujours le pouvoir à droite, la sagesse à gauche. Et la sagesse tout en bas à gauche, ouais. Et là, c'est vraiment la question de la perle, c'est intéressant, et c'est là où on voit la différence entre le fer et la perle, c'est que le fer, on est vraiment sur du travail intérieur, et quand on travaille le pentacle de perle, on est sur le travail en lien avec la communauté, c'est vraiment notre relation à l'autre. Et la perle, c'est ce magnifique symbole de ce qui irrite, le grain de sable qui vient irriter à l'intérieur de l'huître et qui devient beauté et qui devient qui devient complètement autre chose. Et donc c'est vraiment cette relation, la relation au collectif, la relation à la communauté qu'on travaille dans le pentacle de perles. C'est ça. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est le fait déjà que elle en a pas écrit. Enfin, pour Spiral Dance, elle en a pas écrit un, mais en fait, elle a eu une réflexion à chaque fois. Comment je peux dire, dans les petites notes en bas. C'est-à-dire qu'elle en a écrit un et après elle revient dessus. Et on voit qu'elle a vraiment réfléchi et qu'elle a évolué en fait dans sa pratique. Mm-hmm. Et ça, j'apprécie en fait. C'est un livre qui a été écrit, publié en 79, republié aux États-Unis 10 ans après et republié à nouveau 20 ans après. C'est vrai qu'elle a fait l'effort d'annoter et certaines choses, notamment sur l'histoire des chasses aux sorcières où les connaissances ont évolué. Elle explique qu'elle écrirait plus la même chose aujourd'hui ou dans les pratiques. Ou d'autres fois où elle dit que ça, en fait, c'est vraiment la base et qu'on y est toujours, on l'utilise toujours autant. Il a gagné en maturité à chaque fois. On voit l'évolution. Je trouve aussi que les notes sont assez importantes. C'est bien de voir l'évolution d'un ouvrage comme ça. En plus, ça montre le chemin de l'évolution de l'ouvrage en lui-même, quoi. Ça donne une certaine fierté. Vrai que c'est un ouvrage qui a plus de 40 ans et moi j'y retourne régulièrement et je me dis mais elle explique ces problèmes de société, de pouvoir, de biais cognitifs tellement évidents dans la société, qu'on nous impose de manière tellement simple et évidente. Chaque fois, je trouve ça assez marquant. Il y a beaucoup de dissonance cognitive aussi. Il y a un autre livre qui est important, qui s'appelle Les 12 signes sauvages, 12 Bright Swans en anglais, qui est
qui est vraiment une mine, hein, qu'elle a pas écrit seule, elle l'a écrit avec Hilary Valentine, je crois. Et c'est un livre aussi qui est très, très important euh, en termes de contenu magique, mais en termes aussi enfin, pour montrer ce qu'est la tradition reclaiming, puisqu'il y a tout ce travail aussi de mêler les contes, et c'est mêler les contes et utiliser le conte pour dans le travail. Et c'est pas utiliser le conte comme quelque chose, je dirais, pour essayer de travailler sur la psychologie. C'est vraiment pour essayer de travailler sur des schémas, des motifs intérieurs, des motifs dans sa vie. C'est une autre façon d'aborder les contes, je trouve. C'est assez étonnant là-dessus. Et il y a énormément d'exercices aussi dans ce livre, puisqu'il propose à chaque fois, au travers donc, du conte des 12 signes sauvages, et de chaque chapitre, il propose une série d'exercices. Il y a un chemin qui est le chemin des éléments, et après il y a le chemin intérieur et le chemin, ce qu'il appelle le chemin extérieur. Donc on va être à la fois sur un travail intérieur et puis un travail collectif et un travail directement avec les éléments. Et ces 3 strates de lecture et d'exercice sur le conte, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et voilà, et on travaille, on a un groupe d'études, on est quelques-uns qui travaillons sur ce livre, où on traduit et où on fait des exercices à certains moments de manière plus ou moins collective, d'autres fois tout seul. Enfin voilà, c'est un travail en cours actuellement. Donc si ça intéresse certaines personnes, elles sont les bienvenues aussi. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, moi, en tout cas, non. Merci du coup pour cette présentation hein, tout au long de la soirée. C'était intéressant. Très. Je suis arrivé un peu en retard, moi. J'ai essayé de pas faire de bruit quand je suis arrivé. Ouais, merci beaucoup. C'était super intéressant en tout cas. Et merci pour la présentation, c'était cool. Il y a des choses qui sont plus claires en tout cas pour moi. Et j'ai appris pas mal de choses. Et je continuerai d'embêter Sianan de toute façon. Mes questions. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Donc on pratique avec moi. C'est vrai que j'ai souvent intégré des pratiques, des exercices dans des rituels. Par exemple, la respiration de groupe en cercle, des façons d'invoquer les éléments, enfin diverses choses. Après, ça va bien au-delà, bien sûr, dans la tradition reclaiming, plein d'autres choses. Merci beaucoup Estelle de vouloir avoir bien voulu partager ton expérience plus approfondie de la tradition reclaiming. Merci à vous tous et toutes pour votre accueil.